Bienvenue à tous, madame, messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus dans votre magazine Info 7. Info 7 d'aujourd'hui va aborder comme d'habitude l'actualité de la semaine, la libération de Vital Kamerhe, la réaction du président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, au propos de Matata Mponyo dans l'affaire Boukangalonzo. Mais nous allons également parler de la Covid-19 avec l'actualisation des mesures pour lutter contre cette pandémie en République démocratique du Congo. Et pour développer cette actualité, madame, messieurs, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous une femme. Et c'est pour la toute première fois que nous recevons, depuis que je suis à la présentation de ce magazine, une femme. Elle, c'est Stéphanie Mbombo. Elle est qui? Elle est présidente d'un parti politique allié au parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Son parti, c'est le Cercle des réformateurs intègres du Congo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir Noëlla. Comment vous allez? Ça va très bien, et vous-même? Et votre parti, comment il s'y porte? En très bonne santé. Je rappelle, madame, messieurs, que ce parti, le Cercle des réformateurs intègres du Congo, a totalisé une année depuis son existence. Madame, c'est vrai, c'était le vendredi que vous avez célébré? Oui, il faudrait penser que c'est une année légale. En fait. Année légale? Année légale, année où nous avons eu des documents, mais nous existons bien avant et nous militons en politique depuis plus de 15 ans. Il y a plusieurs partis déjà qui existent en République démocratique du Congo. Une femme à la tête de ce parti, vous apparaissez également jeune. Comment vous faites pour vous maintenir avec tous ces partis politiques que nous avions en RDC? Mais en fait, c'est que je dis toujours que CRIC existe parce qu'il y a eu un besoin. Parce que CRIC a été demandé par des jeunes. Demandé? Comment ça? Oui. CRIC, le jeune ne se retrouve pas dans tous ces 400 partis politiques qui existaient. Les femmes non plus. Et je n'ai pas à vous faire un dessin pour voir seulement le nombre de femmes qu'il y a au Parlement. Sur 500, il y a 10 femmes, je crois. Il y a moins de femmes, il y a 10% de femmes au Parlement. Il y a encore moins de femmes au gouvernement, malgré les efforts que le président a fait, heureusement, tiens, pour nous. Mais il y a encore moins de jeunes au niveau de postes de prise de décision. Ce pays est constitué à 61% de femmes et de jeunes. Donc c'est une couche qui avait besoin d'un parti comme le nôtre, qui vient répondre à leurs besoins, qui les considère. Et encore mieux, qui a un projet, qui a un programme, qui rencontrent leurs besoins au quotidien, comme l'entrepreneuriat, comme l'éducation, comme l'environnement, comme l'état de droit, et les réformes nécessaires pour que ces pays puissent améliorer le bien-être de la population. J'ai comme l'impression que c'est un discours que nous retrouvons dans plusieurs partis politiques. Vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Concrètement, qu'est-ce que CRIC fait? Concrètement, nous ne faisons pas que des discours. Nous sommes simples. On dit toujours... On est le changement qu'on veut demander à l'autre. C'est ça, CRIC, c'est ça la différence. On parle d'entrepreneuriat, nous avons un secrétaire général adjoint en charge d'entrepreneuriat. Nous formons le jeune, nous les accompagnons à rédiger leur projet d'entrepreneuriat. Plusieurs personnes nous amènent que des idées. Ils vont te prendre, mais ils ne savent pas comment commencer par écrire un projet. Parce que même pour demander l'argent à la banque, on ne vient pas dire en bouche, monsieur le banquier, donnez-moi 100 000 $ pour un projet. Vous devez avoir un projet bien établi. Vous devez avoir le risque financier de ces projets. Vous devez avoir un budget. Le projet doit être bancable. Alors tout ça, nous, au niveau de CRIC, nous portons volontaires pour accompagner des projets comme ça et aller dénicher aussi ces projets. Parce que nous accompagnons des jeunes même dans des coins reculés comme Bibois, comme Amassina, comme là, on va pêcher. Bientôt, à la rentrée, l'année prochaine, on aura une surprise pour vous sur un jeune de Bibois qui a innové dans la table électrique. Que nous avons déjà acheté la table, mais nous devons maintenant chercher comment à relever le fonds pour lui, pour que sa compagnie puisse se mettre en œuvre. Nous avons accompagné les mamans à la MIFA pour aller prendre le crédit, aller avoir la culture d'épargne. Nous avons supporté hier, nous avons puis levé les fonds pour financer 103 ménages aujourd'hui au Congo qui peuvent avoir des fonds pour commencer à vendre le pain, à moudre le pondu. Est-ce que vous savez que la machine à moudre le pondu régénère 50 000 francs congolais par jour? Ah bon? Donc, c'est une révélation que voilà. vous êtes en train de faire. Donc je vous dis que rien que vous investissez 200 $ en une femme,
et elle peut produire après, dans une semaine, le même montant d'investissement et inclure encore d'autres femmes dans le projet. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une question d'idées. Nous partons à tous les niveaux, que ce soit au niveau des innovateurs, que ce soit au niveau des économistes, que ce soit au niveau des femmes maraîchères, des femmes qui vendeuses de pain, des femmes qui peuvent montrer le pondou. Il y a tous ces aspects-là quand on est en train de promouvoir CRIC. Mais on n'est pas un mouvement ou un parti philanthropique. C'est pas mon argent qu'on donne à ces femmes. C'est l'argent que nous... C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, c'est pas l'argent que vous utilisez pour toutes ces actions. Non, ne pensez pas que madame est milliardaire et qu'elle sort l'argent de sa poche. Nous nous battons pour vous. Nous avons nos besoins, nous, que nous mettons aussi de côté pour aller chercher vos besoins à vous, pour aller faire le fundraising pour vous. Et c'est ça le rôle de président d'un parti politique. C'est aller chercher le besoin de ses membres. D'où vient l'argent, dites-nous concrètement, d'où vient l'argent? Mais ce sont des donateurs. Alors, pour que les donateurs le fassent, il faut que vous allez vers eux, que vous expliquiez. Le Congolais, la plupart pour ces projets qu'on a fait hier, c'est la plupart des Congolais, les membres du parti qui ont cotisé. Il y a des membres d'honneur au sein de CRIC, il y a des membres qui ont cotisé, mais il y a aussi d'autres donateurs qui ont voulu garder l'anonymat, qui ont donné pour que ces projets puissent aboutir. Donc, notre rôle, c'est vraiment relever les fonds pour que l'esprit d'entrepreneuriat soit développé au sein des partis politiques. On n'est pas là que pour des postes. Tout le monde n'est pas appelé à être politicien au sein d'un parti politique. Et c'est ça le message que CRIC voudrait passer. Donc, normalement, dans notre cieux, ce sont les hommes d'affaires. Ce sont les qui soutiennent les partis politiques. Donc, ici nous attendons... Une nouvelle vision, voilà, ici nous attendons que la présidente du parti devienne ministre peut commencer à financer le parti. Ça n'existe pas. Il va financer comment? C'est avec du vol finalement. Parce que le salaire normal d'un ministre ne peut pas financer un parti politique. Le salaire normal d'un DG ne peut pas financer un parti politique. Mais donc, malheureusement, nous voyons quand même des ministres qui soutiennent leur parti politique. Ou ces ministres-là, c'est la ceinture pour la propre santé, s'ils sont honnêtes, ou on ne sait pas d'où vient cet argent. Parce que normalement, ce n'est pas les fonctions qui doivent financer les partis politiques. Et là encore, nous appelons vraiment à nos voeux que si les parlementaires nous suivent, qu'on vote la loi sur les partis politiques. Les partis politiques doivent normalement être financés par l'État. Et ça va vraiment arrêter cette pratique d'avoir des postes pour financer les partis politiques. Les postes, on l'a pour pratiquer une vision, un projet, un programme du parti qu'on a. Et c'est ce que nous cherchons. Nous voulons avoir un poste pour avoir notre projet, non pas pour financer. Dans l'entrepreneuriat, encore une fois, on a fait des lobbies. On en a fait signer des pétitions à travers la ville. À peu près de 10 000 jeunes ont répondu spontanément à notre caravane de pétitions, je crois, au mois de mars de cette année, quand le gouvernement Samalko vient d'être nommé, pour que nous puissions avoir de réformes claires sur l'entrepreneuriat. Parce que ici, les compagnies passent 200 jours sur 365 jours à être contrôlées par la fiscalité. Et aussi, nous voudrons que l'État, ce gouvernement puisse nous donner un budget clair sur l'entrepreneuriat. Combien ils ont pour le budget d'entrepreneuriat de jeunes et comment ces jeunes peuvent accéder. Mais nous avons déjà vu le budget qui a été déposé pour l'exercice 2022. L'entrepreneuriat n'a pas grand-chose. Nous avons eu, le président a mis en place le fonds de garantie pour de l'EFOGEC. Ça, c'est très important parce que la plupart de banques commerciales ici, ce qui est normal, ils utilisent notre argent. On n'aimerait pas qu'ils le prennent, donner aux entrepreneurs sans garantie de retour. Donc, il y a un problème de garantie au niveau de financement des projets de jeunes, même des projets bancables, défendables. On vous demande un document parcellaire que vous n'avez pas, on vous demande vos adresses. C'est là que ça bloque aussi les Congolais. Voilà, on vous demande votre historique bancaire alors que vous ouvrez le compte pour la première fois de votre vie. Donc, il y a toutes ces processus avant d'avoir un crédit que le président a compris dans le contexte congolais actuel. Si on suit ça, on n'aura jamais des champions congolais. Est-ce que vous avez déjà entendu Voilà pourquoi elle a créé le FOGEC. Mais encore mieux, parce qu'avec la création du fonds minier pour le futur, l'État ne va pas seulement donner des garanties, mais aussi des moyens à travers ces fonds pour que le jeune accède à la... sera pas seulement un discours? C'est déjà une réalité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous parlez de discours alors que les fonds est déjà... Non, c'est pour dire que les fonds peuvent bien être disponibles, mais les Congolais n'en bénéficient pas. Mais ça sera qui, à votre avis? Ce sera Parce que dans ce pays, on est habitué à avoir de très longs discours, de structures qui existent, mais dans le concret, quand on arrive là, il n'y a pas toujours quelque chose de vrai ou palpable. Mais il ne faut pas non plus devenir comme un arbre.
commandé par le passé et qu'on ne veut plus voir les yeux, voir le changement qui se fait maintenant. Moi, je dis vraiment aux jeunes qu'ils ont la chance, vraiment, je dis ça du fond de mon cœur, d'avoir, non pas parce que c'est le parti, je suis allé à l'UDPS, d'avoir un président qui donne le droit de rêver aux jeunes Congolais. Et si on ne réalise pas, on ne saisit pas cette opportunité maintenant, ça, on ne va pas aller loin. Et l'entrepreneuriat n'est pas seulement le fait de l'État qui doit soutenir. Et le fait de jeunes de créer, le fait de jeunes d'innover, d'être passionnés et d'être persévérants. Je vous donne un exemple. Le l'aspirateur Dicken britannique, c'était un Britannique, il a créé, devenu le reine d'Angleterre l'a couronné. Cet homme a essayé 4499 fois de faire 4499 fois de faire l'aspirateur qui ont échoué. Et la 5000e fois, il a fait un aspirateur qui a fait un boom. Il est devenu multimillionnaire par rapport à ça. L'entrepreneuriat, c'est la persévérance. C'est pas l'État. C'est la persévérance. Donc, il faut accepter l'échec. Il faut accepter l'échec et il faut continuer à persévérer. Il ne faut pas écouter ceux qui vous disent que vous n'irez jamais loin. Il faut plutôt persévérer. Et même CRIC, quand on a commencé le parti, tout le monde pensait que c'était de la blague. Aujourd'hui, à 1 an, on ressemble à un parti qui a fait 20 ans. Parce qu'on est implanté sur toute la République du Congo. Alors, les représentatifs, non, pas tous les 26, mais je crois qu'une vingtaine. Mais nous comptons, je crois que dans le Grand Bandundu, dans l'Équateur, dans les Katanga, dans l'Est, à Beni, à Goma, on est représenté à Kisangani, à Isiro, à Maïndombe, à Bandundu. C'est quand même déjà un pas. Donc, c'était un parti qui est représentatif au niveau national, on est non. Comme quoi, aux âmes bien nées ou aux partis bien nés, la grandeur n'attend pas le nombre d'années. Okay. Oui, CRIC existe déjà. Vous avez dit que c'est une année depuis que vous êtes reconnu légalement. Ouais. Quelles sont les actions phares que vous avez déjà menées dans une année? Déjà, je vous ai parlé de l'entrepreneuriat. Oui, au-delà de l'entrepreneuriat. Au-delà de l'entrepreneuriat. Parce que maintenant, nous sommes partis dans l'éducation. L'éducation, on a mené beaucoup d'actions de sensibilisation d'abord, de projets, parce qu'un parti c'est quoi? Un parti n'est pas là, un parti est là pour faire un lobby par rapport à son programme, par rapport à son projet. Une fois arrivé au pouvoir, il applique. Si vous le faites confiance, il applique. Donc on ne doit pas, normalement, on peut être habitué à voir des partis qui font des actions sous terre, ça devient des mouvements philanthropiques ou des ONG, mais qu'à cela ne tienne, puisqu'on va aller au-delà, on veut prouver aux gens qu'on n'a pas besoin d'arriver là pour faire ce qu'on peut faire. Avec le peu de moyens que nous avons, nous avons assisté à la rentrée scolaire, par exemple, les orphelins, l'orphelinat, leur remettre des uniformes à tous les orphelins, même sur certains orphelins, qu'on a remis les diplômes, qu'on a remis, pardon, le diplôme, le cartable, et les uniformes, et on est allé les fournitures scolaires, et aussi quelque chose pour que ces enfants aient de quoi manger pendant l'école. On est allé visiter l'école pour accompagner aussi l'avion de gratuité du chef de l'État à l'école. Ça fait du bien d'aller voir des directeurs d'école qui souffrent, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui donnent le mieux d'eux-mêmes pour que les enfants aillent à l'école. La gratuité a ramené 4 millions d'enfants l'année passée à l'école. Et cette année, il va amener plus de 6 millions d'enfants à l'école. Si un seul enfant est à l'école par rapport à la gratuité du chef de l'État, c'est un succès énorme. Alors 6 millions. On va parler de cette gratuité aujourd'hui qui, pour certains politiciens, c'est un échec. C'est un début. Le président a brisé la glace, mais il faut qu'on l'accompagne. Le problème qu'on a ici au Congo, on n'a pas l'esprit d'accompagnement du gouvernement. On n'en fait pas le nôtre. Le président, il est un président sur 84 millions de Congolais ou plus. Donc, il ne peut pas lui-même en faire tout le travail qu'il faut. Il faut que chacun, dans son domaine, accompagne. Et jusqu'aux parents, par l'éducation, par l'accompagnement. Pourquoi pas faire un don dans des écoles si vous en avez? Pourquoi pas faire un don aux enseignants si vous en avez? Pas pour dans le cadre d'aller évidemment soutenir les enseignants pour que vos enfants réussissent, mais dans d'autres écoles, partout. On doit soutenir. Dans notre cieux, je parlais d'Israël, vous allez trouver un musée. Le musée Yad Vashem, c'est un musée historique. Tout Israélien s'y retrouve parce que c'est le musée qui trace l'Holocauste. Tout ce qu'ils ont vécu ça retrace l'histoire avec le nazisme. Okay. Non, vraiment, comment est-ce qu'on les a tués, on les a gazés à l'époque, tout ça. C'était un musée qui est très sensible. Mais le musée des enfants, parce qu'on a tué et gazé des enfants. Alors, il y a Yad Vashem, la partie enfant, ça a été donné par un particulier, par une famille. Mais c'est un musée national. Alors, où sont les Congolais qui donnent comme ça à l'État, au service de l'État congolais, accompagner l'État pour dire que non, monsieur le président, vous avez un sur la gratuité. Moi, je construis 100 écoles à Kinshasa.
Où sont ces cons-là? C'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on doit construire notre pays. On ne doit pas être là en tant que politicien pour voir où ça sointe, le verre est à moitié plein, le verre est à moitié fini. Nous, on dit, eh bien, bravo au chef de l'État pour ce programme de gratuité. Il fallait qu'on commence quelque part. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de cette rétrospective de la semaine qui va nous permettre de parler de la santé avec cette pandémie Covid-19. On va en parler juste après. 10 décembre 2020, 10 décembre 2021. Un an, jour pour jour, depuis que le Cercle des réformateurs intègres du Congo a vu le jour. Plusieurs militants et cadres, ainsi que d'autres invités des marques, se sont réunis au Jardin botanique de Kinshasa, question de commémorer ce premier anniversaire. À cette occasion, la présidente des CRIC, Stéphanie Mbombo, a d'abord salué la participation de tous pour la réussite de cette activité. Pour l'initiatrice de ce jeune parti politique, investir dans l'homme, notamment chez les femmes et les jeunes, reste son cheval de bataille. Nous sommes convaincus que l'investissement dans l'homme est le seul investissement qui soit meilleur, qui soit moteur de développement, qui soit miraculeux et la clé pour développer notre pays. Depuis son existence jusqu'à ce jour, les CRIC accompagnent le gouvernement congolais dans plusieurs projets, notamment en ce qui concerne le développement et l'entrepreneuriat. Vous avez suivi que le chef de l'État a demandé à ce que tous les orphelins aillent à l'école. Nous avons visité des orphelins, nous avons assisté du moins qu'on pouvait, sensibiliser et visiter des écoles pour voir comment est-ce qu'on pouvait aider et ce qu'on pouvait mettre à notre disposition, nous l'avons fait. Nous sommes aujourd'hui, le jour de l'anniversaire, nous allons financer par rapport, pas nous, CRIC, j'insiste, nous sommes un mouvement de lobby, nous levons le fond, nous toquons, nous nous réveillons, nous marchons pour que nos membres qui sont en nous, qui croient en nous, retrouvent le sourire dans l'art politique. À savoir que cette cérémonie s'est clôturée sous une ambiance festive à la satisfaction de tous. Face à la presse locale, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait un bilan d'étape de l'état des sièges dans la province du Nord Kivu. Avant de quitter Goma pour se rendre dans la ville de Beni, Gilbert Kabanda a tenu fixer l'opinion sur le point de sa mission dans cette province. Nous sommes venus pour faire l'évaluation de l'état de siège. Nous avons tenu à consulter tous ceux qui sont parties prenantes dans cet état de siège. Les entendre, les écouter, enregistrer leurs critiques positives et négatives sur l'état de siège, leurs propositions pour terminer la situation de guerre au Nord Kivu, pour pacifier le Nord Kivu, pour retourner, bref, à l'état normal. Nous avons tenu à ça. L'évaluation signifie le jugement. Nous allons juger de ce qui a été fait, comment ça a été fait, qu'est-ce qu'il y a à corriger. Et pour cela, nous avons besoin non seulement de nos propres observations, de nos propres jugements, mais aussi du jugement de toute la population. Signalons que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a par ailleurs noté dans la province du Nord Kivu une ferme volonté des différentes forces vives de voir les rétablissements de la paix. Revenu d'un long voyage en Europe et aux États-Unis, Jean-Jacques Muyembe soutient que la situation épidémiologique de la Covid-19 est préoccupante. La RDC est déjà en pleine 4e vague. La situation dans notre pays fait souvent suite à ce qui se passe surtout en Europe. Et nous pensons que nous sommes en pleine 4e vague, parce que le nombre de cas ne fait qu'augmenter au jour le jour, et nous avons atteint à peu près ce qui s'est passé au début de la 3e vague, avec plus de 200 cas en moyenne par jour. Plus de 200 cas en moyenne sont détectés par jour, mais jusque-là, aucun cas du variant Omicron. Pour le moment, nous n'avons pas encore détecté. Nous sommes en train donc en fait de voir de plus près. On fait le séquençage de toutes les souches que nous avons pour rechercher donc ces variants Omicron. Pas de panique à se faire, mais il faut renforcer les mesures barrières. Je pense qu'il y a
deux mesures importantes qu'il faut absolument mettre en pratique et respecter. Donc, d'abord, c'est le respect des gestes barrières. Le port des masques. Le port des masques doit être obligatoire. En plus de ça, il faut respecter la distanciation physique. Jean-Jacques Muyembe est d'avis que si les gestes barrières sont respectés, l'impact de cette épidémie sera atténué. Stéphanie Mbombo, la Covid-19, on en parle en RDC, elle a même causé des morts des familles. Est-ce que vous avez déjà pris votre vaccin? Parce que là, les vaccins sont déjà disponibles en RDC. Merci beaucoup. D'abord, je réitère l'information ou les recommandations du docteur Muyembe qu'il faut respecter les gestes barrières, il faut porter le masque, la maladie est là. Le secrétaire général de CRIC et de médecin, le docteur Matousila Jean-Baptiste. Et nous observons ça au niveau de notre parti et nous aimerions bien que les partis politiques aussi s'impliquent dans cette campagne. Personnellement, oui, mais je trouve que c'était un luxe de me demander à moi si je me suis fait vacciner parce que je n'ai pas eu je ne peux que me faire vacciner. Mais le problème, c'est que la vraie question ici qui se pose, c'est de savoir comment on peut vacciner tout le reste de la population au niveau du Congo, au niveau de l'Afrique. C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, la RDC est en deçà d'1% des personnes vaccinées. Donc c'est ça le vrai combat que nous devons mener ici en Afrique et au niveau de la RDC en particulier, c'est comment vacciner la population, comment protéger tout le monde. Moi, je suis privilégiée d'avoir eu le vaccin, mais tout le monde n'a pas cette opportunité. Et mais les vaccins sont déjà disponibles en RDC, mais la population, certaines personnes ne veulent pas. Il y a aussi un problème de culture. Ça, c'est tout à fait, ça devient un problème personnel parce que je ne peux pas entrer dans la conviction de personnes à répondre ou non à l'appel du chef de l'État à la vaccination population parce que d'autres personnes ont d'autres convictions religieuses. Tout le débat, tous les messages qu'il y a eu autour du vaccin ont fait que la plupart des personnes se sont retirées de ces processus. On respecte, mais simplement on veut leur dire qu'il y a des endroits où le vaccin a fait ses preuves. Il y a des pays comme Israël encore, j'insiste parce que j'habite entre les deux, Israël a vacciné pratiquement toute sa population ou pratiquement 80. Donc il n'y a pas de crainte aussi en RDC. Non, il n'y a pas de crainte parce que ces États-là ne sont pas prêts à tuer leur propre population. Ça, je me pose la question. Un pays comme Israël où la vie, je vais vous donner une anecdote. Un jeune Israélien a traversé la frontière syrienne juste pour aller se promener comme ça avec un backpack et il a des sacs à dos et il arrive à la frontière, on l'arrête par de mouvements de rébellion, de groupes armés là-bas, c'est l'insécurité totale. Alors pour rendre cet enfant, l'amener en Israël, le gouvernement a dû débourser des millions de dollars pour que cet enfant, pour que l'enfant rentre, pour que ce jeune regagne sa famille. Donc c'est un pays qui met tout en place pour protéger sa population dans le moindre détail possible et prêt à investir autant pour la vie des Israéliens. Mais s'ils ont vacciné 3 fois la population, il faudrait vraiment qu'ils veulent tous les envoyer à la mort. Mais je crois que des fois, il faut réfléchir, il faut aller au-delà des réseaux sociaux, au-delà de débats de rue, pour adopter une attitude responsable et conseiller le vaccin à vos frères, à vos parents, à vos enfants. Pourquoi pas aux enfants qui ont atteint plus de 10 ans, ils peuvent se faire vacciner. Mais le réel problème aussi du Congo par rapport à l'aspect Covid, c'est la prévention de Covid au niveau des frontières. Nous l'avons bien remarqué que la plupart des Covid que nous avons viennent de l'extérieur. Ça ne vient pas, c'est pas formé. Donc l'État est un peu absent. Donc moi, je trouve qu'il y a lieu de renforcer les outils de contrôle à l'entrée de la RDC, pas seulement à demander le test à l'entrée, mais aussi à suivre et à avoir les résultats tout de suite. Il y a des tests rapides qui donnent des résultats de suite, on peut savoir s'il est atteint ou pas, et aussi des recherches qui doivent être approfondies pour qu'on sache de quelle variante que nous avons ici pour la 4e vague. Donc il y a beaucoup à faire et que nous encourageons le ministre de la Santé qui est très doué, très qualifié, très dynamique dans ce domaine-là, mais nous attendons vraiment à avoir des réponses claires par rapport à la protection des frontières et à connaître c'est quelle variante qui frappe la RDC pour l'instant.
Alors, comment aujourd'hui CRIC trouve la gestion de la Covid-19 en République démocratique du Congo? Moi, je crois que c'est ça ma préoccupation. CRIC, je vous ai dit, nous sommes le cercle de réformateurs intègres du Congo. On ne demande pas un changement, on l'est ces changements et on se discipline dans la manière à atteindre ces changements. Nous devons répondre plus tard à nos électeurs par rapport à nos analyses, nos critiques du gouvernement actuel. Donc, s'il y a quelque chose qui va mal et qu'on doit le dire, en tant que mouvement intègre, on le dira. Et c'est de cette façon qu'on va accompagner la vision du chef de l'État. C'est de ne pas avaler tout ce qui se fait au sein du gouvernement. On dit que non, tout est 100% correct et on n'a rien à faire. Non, nous sommes aux côtés du peuple au quotidien, tous les jours. Et nous savons que ce gouvernement est issu d'une coalition assez monstre et zombie, que tout le monde n'a pas encore compris que ce gouvernement n'existe que pour mettre en œuvre la politique chef de l'État. Donc, est-ce que réellement il y a le plan du président de la République en action? Moi, je crois que ce n'est pas une femme qu'on demande d'être satisfaite. Pour moi, je crois qu'il y a encore des choses à améliorer en tant que personnel, en tant que femme, mais aussi je crois dans le chef de la population, nous attendons un peu plus de concret dans ces programmes du gouvernement. Rendons-nous quand même à l'est de la RDC dans cette rétrospective de la semaine, mesdames, messieurs. L'état des sièges a été décrété dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, et de l'Ituri, pardon, Nord Kivu et Ituri par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, pour certaines personnes, l'état des sièges produit déjà des résultats. D'autres, par contre, disent que c'est pas une bonne décision. L'état de siège doit être levé. Quelle est aujourd'hui la position de votre parti politique? Moi, je crois qu'il fallait qu'on arrive à l'état de siège. L'état de siège a permis au gouvernement de surtout faire un travail interne au niveau de l'armée congolaise aussi. Parce que la guerre à l'Est est une guerre qui est multifacette. Il ne faut pas qu'on l'ignore. Ça existe depuis plus de 20 ans. Ça a créé, c'est comme un cancer qui a cette guerre et qui a des ramifications autour dans le corps qu'on doit trouver où est vraiment le problème, quel est l'organe qui est déjà abîmé, quel organe c'est ça la guerre franchement, à l'est de la RDC. Voilà, on doit vraiment comprendre ce qui se passe. Tant que l'armée congolaise aussi sera impliquée quelque part dans ce qui se passe à l'Est, ça sera une problématique grave. Donc voilà pourquoi l'état de siège peut aider. Quand on laisse à l'armée de gérer, l'armée sait voir qui gère mal, qui est inclus, qui est impliqué aussi dans ces conflits pour qu'on puisse avancer. Il y a eu des avancées quand même en termes de sécurité. Nous sommes très positifs. C'était une très bonne décision et qu'on doit garder jusqu'à ce que cette guerre puisse se terminer ou qu'il y ait des avancées complètement positives par rapport à la guerre de l'Est. Et la guerre de l'Est, c'est aussi l'aspect régional. Donc, il y a l'aspect régional qu'il faudra aussi considérer par rapport à ça. L'état des sièges était et est encore la bonne solution pour qu'on y arrive. Aujourd'hui, nous avons l'armée ougandaise qui travaille aux côtés de l'armée congolaise pour rétablir la paix dans ce coin de la RDC. Était-il nécessaire pour le président, le régime Tshisekedi, de faire recours à cette armée? Mais je crois que si nous avons un ennemi commun avec l'Ouganda, nous pouvons tous se mettre d'accord pour détruire l'ennemi commun. L'ennemi est autant nocif pour l'Ouganda que pour la RDC. Moi, je crois que c'est une bonne approche régionale en tant que président de l'Union africaine aussi, de regarder un peu cet apport des pays voisins qui sont toujours impliqués comme dans cette guerre, pour aussi qu'ils deviennent la solution pour lutter contre la guerre. L'histoire nous renseigne que l'UDPS, encore jadis dans l'opposition, avait haussé le temps face à la position du président en ce temps-là, Joseph Kabila Kabange, lorsqu'il avait fait recours à l'armée rwandaise. L'UDPS avait parlé d'une trahison. Aujourd'hui, peut-on aussi dire que l'UDPS a trahi les Congolais? Je n'aimerais pas parler pour l'UDPS, je ne suis pas membre de l'UDPS, je suis notre parti CRIC est allié à l'UDPS, ça c'est une chose, mais je crois que tout dépend de leadership. Tout dépend de quel leadership vous avez quand vous êtes avec les voisins. Et nous sommes convaincus en tant que CRIC que notre leadership sur le président de la République, Antoine Tshisekedi, est le bon pour que cette guerre soit finie. Donc, ça dépend de votre leadership. Et le nôtre est en train de travailler dans le bon pour le camp de RDC. Il faut qu'on le soutienne dans cette décision. Alors, comment trouvez-vous aujourd'hui la position de certains élus du coin qui souhaitent à ce que l'état des sièges soit levé? Écoute, parce que pour eux, un débat,
Je crois que c'est un débat. On est en pleine démocratie. Tout le monde peut parler, comme moi. Je peux parler, donner mon avis. Eux donnent leur avis, on écoute. Mais quand on est un homme d'État, on a des informations que les élus n'ont pas. Quand on est à ce niveau-là, du sommet de l'État, comme le président l'est, il a des décisions qu'il doit prendre, tenant compte de tous les paramètres que tout le monde n'a pas, que tout citoyen n'a pas. Donc, c'est par rapport à ça qu'on doit respecter les chefs de l'État. Mais bon, tout le monde peut toujours pas donner leur avis. On va les écouter. Voilà. Voilà, madame, messieurs, nous poursuivons avec notre rétrospective de la semaine. À présent, le deuxième dossier. C'est au siège de l'interfédéral de l'Union pour la nation congolaise sur enseignement que la joie des militantes et militants à l'occasion de la liberté provisoire accordée aux chefs de file de leur parti a pris les allures d'une fête nationale. Danse et cantiques à la gloire du roi surnommé Mandela du Congo ont fait le menu de la circonstance. Mais c'est avant tout Bertin Mubonzi, patron de l'UNT au niveau de Kinshasa, qui était à la manœuvre de cet enthousiasme. Lopi alali na palais. Tokoyamba boye vraiment bandeko na ngai. Nalingi vraiment to yemba yebo to soki atali aloba penza bana na nga basepeli. Oete. 24 heures avant, alors que la Cour de cassation venait de dévoiler la mise en liberté provisoire de Vital Kamerhe, Joël Mongu et Loketo Agapao Daniel, respectivement président de la jeunesse quinoise de l'UNT et vice-président en charge des Lukunga, avaient affirmé que du moins la justice vient de se rendre compte que Vital Kamerhe est un homme honnête et sérieux, comme l'avait mentionné le chef de l'État Félix Tshisekedi lors de son passage dans l'Est du pays. Depuis le début de ce procès, nous n'avons cessé de le dire que le président Vital Kamerhe était un innocent. Le président de la République l'avait confirmé à Goma et aujourd'hui nous ne sommes pas surpris de voir notre président en dehors de cellules du centre pénitentiaire de Makala. Nous sommes convaincus que Vital Kamerhe a encore beaucoup à donner au peuple congolais. Il l'avait dit en 2018, il n'a jamais eu l'obsession de la présidence de la République ou d'un autre poste quelconque. Donc partout où le peuple congolais l'appellera, Vital Kamerhe va servir avec loyauté, avec abnégation et nous savons que le résultat sera au rendez-vous. L'homme de Vital Kamerhe est encore vivant. Il est encore vivant, politiquement il est encore vivant. Parce que le dossier est vide. Le dossier est vide. Aussitôt notifié par la Cour de cassation au sujet de sa liberté provisoire, c'est le même soir que l'ancien directeur des cabinets de Félix Tshisekedi et président national de son parti UNT a regagné sa résidence en homme libre. L'état des droits n'est pas l'invention de l'IDPS. L'état des droits n'est pas l'émanation de l'actuel régime. L'état des droits a toujours existé. Mais j'ai été surpris d'apprendre avec l'avènement de ces régimes qu'on nous parlait d'une autre dimension de l'état des droits. On nous a fait croire qu'on prenait de gros poissons, répétés gros poissons étaient jugés, on les amenait à Makala, on a géré cela. Et au fond, aujourd'hui l'histoire nous démontre que l'état des droits, rien n'y reste dedans. Il n'y a plus rien dedans de cet état de droit. Après la libération de Kamerhe. Après la libération de Vital Kamerhe, si le plan psychologique, sur le plan moral, même sur le plan judiciaire, il n'y reste plus rien. C'était hier qu'on avait enterré l'état de droit. On avait arrangé l'endroit pour enterrer l'état de droit. Il ne faut plus en parler. C'est fini cette histoire d'état de droit. Il ne faut plus en parler. Parce que on nous a dit que le procès 100 jours était un projet pédagogique. Ça veut dire c'était pour administrer une leçon aux futurs gestionnaires, à celles et ceux qui ont la charge de la chose publique. Quand vous détournez, ne serait-ce qu'un franc de l'État, vous êtes passible des sanctions et vous serez jugé. Nous étions d'accord, mais aujourd'hui, avec la libération de tous les caciques, de tous celles et ceux qui ont été touchés ou soit trempés dans les détournements, qu'est-ce que nous allons aujourd'hui retenir? Quel est le contenu de l'état des droits? Je dis que je n'ai rien de personnel contre Vital Kamerhe, mais la procédure, la manière, cela n'a pas respecté en effet sur le plan moral, ne serait-ce que moral. Aujourd'hui, nos enfants à la maison, les jeunes gens, les citoyens, les étudiants à l'université. Pour vous, Vital Kamerhe n'aurait pas été libéré pour vous? Moi j'aurais souhaité qu'il reste en prison. Moi, j'aurais souhaité qu'on puisse en effet mettre les médecins à sa disposition.
Permettez-moi quand même de vous poser cette question. C'est une recommandation du président de la République lors de la réunion Conseil des ministres de vendredi au Félix Tshisekedi, qui tient toujours à sa vision de relocaliser des camps militaires et des policiers à des endroits plus appropriés. Comment vous trouvez cette proposition du président de la République, une décision qu'il tient à exécuter? Pourquoi je me prononcerai sur la décision du chef de l'État si ça a été évalué dans toutes les mesures possibles? Moi, je crois que si c'est une décision qu'on doit relocaliser les camps des militaires, vous parlez des camps des militaires. Oui, les policiers. Est-ce que vous savez dans quelles conditions ces militaires vivent d'abord? Avant de parler de relocalisation, aller dans des camps, envoyer les vies des militaires, ce ne sont pas des vies... c'est pas parce qu'ils sont militaires qu'on doit les laisser vivre dans ces conditions-là. On devait les considérer plus. Ils méritent quand même mieux. Ils méritent beaucoup mieux parce que ces gens donnent leur vie pour notre sécurité. Moi, je crois que si on devait relocaliser pour construire pour eux de bonnes infrastructures, de bonnes habitations, ça serait vraiment une très bonne chose. Ok, parlons de ce dossier Caméré. Votre réaction à chaud, vous avez suivi les différentes réactions que les reporters de Congo Télévision ont eu à récolter juste après cette annonce de la liberté provisoire de Vital Caméré. Finalement, le régime Tshisekedi marche sur le tas de droit, selon certains politiques. Mais moi je ne comprends pas. La liberté provisoire est inscrite dans le droit congolais avant que le régime Tshisekedi n'arrive. Donc le droit donner des libertés provisoires aux prétendus criminels jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui est inscrit dans le droit. C'est pas quelque chose que le régime a inventé pour le cas des Camérés. Mais c'est ce qui m'étonne en fait en tant que politicien, c'est toute la prouesse qu'il y a de membres de l'UNC, toute la joie qui est faite pour la liberté de quelqu'un qui reste ils disent que c'est une affirmation que Caméré est innocent. Non, c'est pas... Comme le président semble le dire quand quelqu'un est condamné, c'est le Seigneur que le juge qui doit déclarer qu'il est innocent ou pas. C'est pas la rue, c'est pas les partisans des Camérés. C'est en fait, il faudrait apprendre peut-être au Congolais c'est quoi une liberté provisoire qui est une procédure complètement juridique dont Caméré fait état, c'est provisoire. C'est pas qu'on a libéré Caméré, il a été acquis de toutes des peines. Mais on a quand même vu des gens qui ont bénéficié d'une liberté provisoire qui au finish ont occupé des hautes fonctions. Bon, ça vous avez peut-être d'autres cas que je ne vais pas répondre par rapport à ça parce que je connais pas, je maîtrise pas, mais je trouve que la liberté provisoire est une méthode qui est... Mais il faudrait voir avec le conseil de Tchibala, les avocats, comment ça a été traité. Parce que vous savez, le droit, surtout le droit pas anglo-saxon, franco... le droit germanique ici que nous appliquons, le droit francophone, c'est un droit qui a beaucoup d'exceptions, c'est un droit qui le concept est beaucoup complexe. Donc, des fois, voilà pourquoi vous voyez même en Europe, là-bas, en France, ce sont les récidives qu'on libère provisoirement, qui vont encore violer, qui vont encore tuer, parce que le droit le permet. Il y a une différence entre le droit pur et simple qu'on doit appliquer et l'éthique et la morale que les gens peuvent en tirer, ou la passion des politiques sur le terrain. Donc, si au niveau juridique, il était temps qu'il a fait ses preuves, il n'a pas fait ses preuves, il a démontré qu'il ne va pas quitter le pays, qu'il va rester ici, qu'il va se présenter devant les juridictions pour qu'on puisse les juger. Juridiquement, on parle de certificat médical, mais même en prison, on pouvait quand même mettre des médecins à sa disposition. Moi, je crois qu'il y a des médecins... Jacques Ndala a demandé une liberté provisoire, il ne l'a pas eu. Un cas n'est pas un autre. Je suis ni médecin pour l'instant et ni juge de Vital Caméré. On se rend compte que ce ne sont que les proches du parti au pouvoir qui bénéficient quand même de cette liberté provisoire. On a parlé de Etienne Longondo qui est parti. Je vais vous dire quelque chose. Au moins dans ces régimes, il y a eu des gens, de bien positionnés, des ministres qui ont été inquiétés par la justice qu'on n'a jamais vu au Congo. Donc il y a cet aspect qu'il ne faut pas oublier. C'était pas une mascarade pour nous montrer que là on peut faire. Le droit
satisfaire la population. Le droit fait son travail. Non, le droit est en train de faire son travail. Et pour les cas Kamere, il est encore devant le barreau, il est encore devant la justice. Il n'est pas libre complètement. Il est encore devant la justice jusqu'à ce que sa liberté soit dite par un juge compétent. Donc, moi, je crois qu'il ne faudrait pas en faire un problème de régime, un problème politique, célébrer comme si Vital Kamerhe était libre de toutes ses peines. Il est dans une procédure juridique et qui est en train de suivre son cours. Alors, que dites-vous du dossier Willy Bakonga qui a quitté la prison? Je ne sais pas, madame, vous ne parlez pas à l'avocat ou à l'avocat général. Je parle à un allié du parti au pouvoir. Vous parlez à une présidente d'un parti politique qui ne peut pas se substituer à la juridiction. Donc, laissez le droit faire son travail. J'aimerais bien que vous invitiez un jour ici le juge qui vient nous expliquer pourquoi ces gens sont dans la rue, pourquoi ces gens ne sont pas dans des barreaux, qui vous le disent. Mais nous, par rapport à l'état de droit, par rapport à notre programme, à CRIC, nous sommes très sévères par rapport à ça. Il faut que le droit doit être dit au même niveau. Tout le monde est égal devant la loi. La loi doit être respectée. Avec la quête de loi, comment ça se respecte, dans quelle mesure on les met en place par les juridictions actuelles, il faudrait voir avec le pouvoir judiciaire. Parlons de l'affaire Chebeya. Paul Mouilamboué était devant la justice. Il a fait des déclarations. Il a même cité l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Vous avez suivi le dossier. Ouais. Quel est aujourd'hui le regard que vous avez de ces dossiers après toutes ces révélations? D'abord, c'est quelque chose qui est très touchant, qui est vraiment lamentable pour voir dans notre pays qu'on parle comme ça de l'assassinat d'un homme qui défend les droits de l'homme. Il est mort parce qu'il était seulement la voix des sans-voix. Et la mort de Chebeya, c'est quelque chose qui est une tache noire sur l'ensemble de notre pays. On doit vraiment déplorer ce qui s'est passé. Et maintenant, par rapport à ces procès, par rapport à ces révélations, bon, il y a un monde de différence entre une révélation de quelqu'un qui témoigne à la cour comme ça et les éléments de preuve y afférents qui prouvent réellement que c'est lié à des personnes qu'on cite. Et ça, c'est encore notre monde de droit et de la procédure de l'administration de preuves qu'on doit mettre là-dedans. Mais moi, je ne peux pas me prononcer par rapport à cela. Mais simplement, le cas du procès, c'est vraiment, c'est très lamentable d'être congolaise et d'assister à ce genre de procès. En même temps, c'est très bien parce que ça permet au monde, ça permet aux autres bourreaux potentiels de se rendre compte que demain, ils seront aussi devant le juge comme ça pour répondre de leurs faits. Et si réellement, c'est vrai, déjà à ces stades, comme on a cité l'ancien président Joseph Kabila Kabange, est-ce que la justice peut se saisir aussi du dossier et puis interpeller l'ancien président de la RDC, le sénateur Aki? Moi, je pense que si il s'avère que c'est vrai, que c'est lui qui a commandité ces meurtres, il faudrait que la justice en saisisse. Parce que nous parlons de mort d'homme, madame. Nous parlons de quelqu'un qui a perdu sa vie, qui a laissé ses enfants. Il n'y a pas que lui et son chauffeur aussi. Voilà, donc on parle de mort d'homme ici. C'est la vie humaine. Je ne sais pas si que nous, au Congo, on doit redonner à l'homme sa dignité. Le président, il travaille, mais il faudrait que nos mentalités y soient. Nos mentalités doivent suivre que l'homme, la vie humaine, elle est précieuse. Voilà pourquoi nous, dans CRIC, nous plaçons l'homme au centre. Le thème de notre anniversaire, c'était investir dans l'homme. Pourquoi? Parce que nous remarquons que même dans nos propres cultures, au niveau de la ville de Kinshasa, l'homme n'a plus de dignité, n'a plus de respect. Vous voyez l'homme en train de mourir d'un accident, vous filmez et vous partagez. La vie humaine ne ressemble plus à rien ici, dans notre pays. Donc, on doit d'abord changer, et au niveau juridique, au niveau de prouver que le gouvernant et le gouverné ont le main, sont tous égaux devant la loi, et au niveau de nos mentalités aussi. Est-ce que vous pensez que c'est une tâche facile? Dès lors que ce que vous avez dit là est vrai, aujourd'hui, l'homme se passe des incidents malheureux et il a son téléphone. Est-ce que vous pensez que c'est une tâche facile pour vous? On trouve qu'il faut publier plutôt que d'aider même, plutôt que d'assister. Les premiers secours n'existent plus. Il y a un accident, tout le monde vient pour filmer, pour voir comment quelqu'un meurt. On les filme, on le partage. Où est la valeur, où est la vie humaine ici dans ces pays? Nous sommes en train de traverser des moments où nous renversons des valeurs dans le terme de la vie humaine.
Et là, on ne parle pas de procès, on parle des procès des vies et des morts des gens. Ce sont des pères des familles. Non, des pères des familles, des maris. Non, il faudrait absolument que si ces révélations s'avèrent vraies et qu'il y ait des poursuites, absolument des poursuites. La loi doit rester égale pour tout le monde. C'est ça l'état de droit. C'est pas un acharnement, comme on l'écrit dans son. Alors si même les prévenus dans les prisons, les prévenus devant la droite commencent à être politiciens, c'est qu'il y a un problème. Madame, Monsieur, prenons à présent ce troisième dossier de cette rétrospective de la semaine, l'affaire Matata Mponyo Bokanga Lonzo. On en parle dans ce dossier. Nous avons toujours dans notre tradition que les parents ne se battent pas en public, ils se battent toujours dans la chambre. C'est une façon de protéger la moralité des enfants. Et malheureusement, dans tout ce qu'on appelle les diffusions en direct, vous allez voir que dans les parlements étrangers, il y a la majorité des gens qui commencent un peu à déborder parce que tout le monde est en train de copier. On se jette des caillasses, on se jette des chaussures, on casse tout. Donc tout cela pose un certain petit problème. Ici, je pense que la question de Matata qui a été posée publiquement, mais je crois que peut-être avec l'insinuation qu'il a mis que c'est le président Bahati qui a enserré l'instigateur, il était automatiquement du droit de Bahati aussi, directement de vouloir répondre pour ne pas laisser au public ses goûts amers que c'est lui qui a enserré l'auteur. Tout en essayant également de répondre, mais en même temps qu'il le fait comprendre aussi qu'en tant que président de cette institution, il a aussi le pouvoir de décider de la position à prendre. Et donc malheureusement, ce qui peut se négocier en coulisses, vous l'avez attaqué en public, il réplique en public, ce ne sont pas des notions populaires, ce ne sont pas de la nourriture à laisser à la population qui en reste avec, selon les approches des uns et des autres, dans le pour et le contre. Mais aussi également, c'est la même chose que nous avions connu à l'Assemblée nationale, où vous aviez vu le fils en train de répondre au père, pour ne pas parler des députés, c'est Sanga face au président Mosso. Malheureusement, dans ce genre de situation aussi, est-ce que c'est les fils qui parlaient au père? Il va vous dire non, c'est les députés qui parlaient. Est-ce que le règlement intérieur de notre Assemblée nationale convainc-t-elle à ce que nous appelons aujourd'hui la culture africaine? Non plus. Nous sommes dans des polycopiés. Il faut corriger tout cela. De la même manière qu'on parlera de Vital Kamerhe, qui se retrouve dans un droit de jouir d'une liberté conditionnelle aussi, de la même manière que tout petit citoyen a aussi droit de revendiquer. Mais la plus grande difficulté, c'est que tout est laissé à l'appréciation du juge. Les juges à qui on fait la demande de liberté provisoire apprécient selon sa conviction. Il peut dire « je le donne », il peut se passer de la politique. Est-ce qu'il est aussi influencé politiquement? Le plus important, c'est plutôt les jugements attendus. Voulant recouvrir ses immunités après son procès avorté sur la zaïrianisation des entreprises privées, Matata Mponyo se heurte à un obstacle. Le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, lui fait savoir qu'il devra d'abord présenter une preuve par écrit du procureur de non-lieu ou de son innocence devant ses collègues lors d'une séance plénière. C'est aussi ce que Maître Bazin Pembe lui invite à faire. Le coordonnateur de la dynamique, le changement c'est maintenant, demande à Matata Mponyo de faire pression à la justice plutôt que de s'en prendre au bureau du Sénat. Oui, il est vrai que M. Augustin Matata Mponyo a des démêlés avec la justice de la République démocratique du Congo. Il est appelé à répondre, terminer toutes ces affaires avec la justice avant de venir s'acharner contre le bureau du Sénat. Le Sénat n'a reçu même pas une note de classement sans suite venant d'une juridiction de la ville. Jusqu'à la preuve du contraire, Matata n'a même pas un jugement d'acquittement. Donc, toutes ces affaires sont encore pendantes devant les instances judiciaires. Il doit au contraire faire pression à la justice pour que son affaire soit fixée. Il exhorte également à cesser de diaboliser la justice congolaise. Moi, j'en appelle à M. Augustin Matata Mponyo de cesser cet abus de droit, de cesser la diabolisation, de cesser l'intox, de vendre l'image de la République démocratique du Congo autrement. Le Congo est sur l'élan aujourd'hui de la lutte contre la corruption et c'est ça même le cheval de bataille du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. D'autre part, Maître Bazin Pembe appelle la justice à faire diligence sur ces dossiers pour que tous soient fixés. J'en appelle ici
à l'appareil judiciaire de notre pays de faire la diligence sur les dossiers Matata pour que l'opinion nationale et internationale soit fixée. Ici est de rappeler que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de juger Augustin Matata Ponyo. Situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo. Que pensez-vous du social du peuple congolais? Bah, écoutez, c'est un pays qui a été géré pendant 48 ans sans état d'âme concernant le social. Sans état d'âme, comment ça? Concernant le social. Parce que si vous voyez le social de Congolais, c'est dans un état pitoyable. On ne se limite pas à Gombe. Hein. Nous sommes à Bibois, on est à Tchango, on est à Makala, on est à Yolo, on est à Mbanzalemba, à Kisenso. Si vous voyez les conditions dans lesquelles les familles y vivent, c'est vraiment déplorable. C'est un peuple brave, parce que comment est-ce qu'on tient dans ces pays, dans ces conditions-là, comment est-ce qu'on vit, on continue à vivre et on continue à respirer, on continue à rigoler, on est à être heureux dans ces conditions-là. Il faut vraiment être un peuple béni de Dieu, je crois, avoir un autre esprit pour y vivre. Vous pensez, vous avez affirmé ici que le pays a été géré sans état d'âme, mais lorsque Joseph Kabila Kabange est parti, on n'avait pas quand même les dollars à 2000 francs en dollars aujourd'hui? Bon, je ne vais pas aller en termes de taux de change. Je n'ai pas l'historique taux de change dans ma tête de dollars. Mais même le social. Je ne vais pas répondre dans ça, mais je dis pas. On a hausse quand même de prix de denrées alimentaires. Le gouvernement est entré, maintenant ça fait 2 ans et demi. Nous avons eu 1 an de coalition avec des gens qu'on ne pouvait pas être ensemble. Maintenant, nous sommes en train... Vous parlez du FCC. Je parle de la prochaine coalition qui n'a pas permis au président de mettre en œuvre son programme. De la coalition FCC cash. Quinquennal, oui. Maintenant, nous avons l'Union sacrée qui se bat tant soit peu à mettre en œuvre de programmes et de projets pour la population. Il y a ces projets de 145 territoires qui va bientôt se mettre en œuvre et qui a déjà commencé. Vous avez vu le Premier ministre sillonner pratiquement toutes les provinces, les ministres le font, pour voir dans quelle mesure on peut améliorer le social du peuple congolais. Ça ne sera pas sous une baguette magique. Mais finalement, les peuples ne veulent plus entendre de ça parce que les peuples s'attendaient quand même à un changement. Oui, mais ça, c'est pas une baguette magique, un changement. Parce qu'il y a des réformes qui doivent se mettre en dessus pour que nous puissions augmenter au niveau des surfaces. Là, vous trouvez des excuses. C'est une question de temps. Et il faudrait faire confiance au chef de l'État qui travaille jour et nuit pour y arriver. Je ne veux pas ici commencer à vous donner le projet par projet par rapport à ce qui évolue sur le terrain, mais d'ici 2022, d'ici mars 2022, il y a certains projets qui vont aboutir, qu'on pourra voir. On ne construit pas Rome en un jour, parce qu'on peut pas refaire 48 ans de mauvaise gouvernance en 1 an ou en 2 ans, mais ce sont les bases que l'on pose et la discipline qu'on a pris, les stratégies qui sont mises en place pour y arriver, et ça c'est 100% sûr. Là nous allons arriver parce qu'on arrive à des résultats. Après que la justice congolaise s'est prononcée autour de ce dossier zarianisation avec Matata Ponyo, il peut quand même aujourd'hui retrouver ses immunités. C'est pas à nous de dire oui ou non, il peut les retrouver, parce que c'est Matata Ponyo, les immunités ont été levées par rapport à des procès judiciaires qui jusque-là n'ont pas encore sont terminés, donc il reste encore justiciable parce que c'est pas encore fini. Moi je préfère qu'ils terminent ces procédures judiciaires avant de retourner au niveau du Parlement. Moi je crois que la décision du président du Sénat est tout à fait logique, qu'il puisse terminer avec la justice et puis après revenir, ça sera comme malheureusement il accuse dans le beurre s'il faut qu'il reprenne ses immunités. Il accuse le président du Sénat, Modeste Bahati, de complice. Et qu'on l'en veut finalement dans ce pays, on ne veut pas de lui. On veut sa tête. Moi, je ne veux pas aller dans ce genre de commentaires. Je ne pense pas que tout un pays va s'acharner sur une seule population. Il y a tellement de dossiers plus urgents qui tiennent. On parle du social du peuple congolais ici, qui porte à cœur aux parlementaires, aux sénateurs, que de s'acharner sur quelqu'un. On n'a pas l'énergie là-dessus. C'est simple, qu'on termine l'aspect juridique et puis qu'il revienne à sa place en tout seigneur, en tout honneur, comme c'était. Permettez-moi de vous poser quand même cette question des internautes. Finalement, dans les viseurs de la justice sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi, il n'y a que le proche de l'ancien président. Ah, ça vous fait rire, madame, mais moi je pose quand même cette question. Parce que c'est la deuxième fois que vous revenez sur la même question. Là, pourquoi je rigole, parce que parce que je ne suis pas convaincue de la réponse que vous me donnez. Je voudrais bien que la population qui est en train de nous suivre ne puisse pas entretenir quand même le suspense.
Finalement, il n'y a que le proche de l'ancien camp, l'ancien régime finalement, qui sont dans moi, je dirais les choses autrement. Finalement, nous avons dans ces pays des gens du régime qui sont justiciables. Finalement. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et que s'il y a des failles au niveau juridique, il faut que le droit aussi fasse son travail. Nous avons 3 pouvoirs dans ces pays. Il faut que le pouvoir judiciaire aussi fasse vraiment son travail. Et s'il y a des réformes que nous, en tant que parti réformateur, nous pouvons mener, il faut qu'il y ait des réformes au niveau judiciaire. Il faut vraiment il faut qu'il y ait de réformes, il faut qu'il y ait aussi de poursuites et des inspections au niveau de la justice. Aussi, on doit aussi le faire. Moi, je ne veux pas vous dire qu'on est content de la justice congolaise. Maintenant, là, non. Même si on est un parti au pouvoir, non. On est un parti allié au parti au pouvoir, j'allais dire. Non. Parce qu'il y a des failles au niveau juridique qui doivent aussi être réparées. Ces juges-là, ce sont des juges qui sont habitués dans des magouilles aussi. De façon générale, je parle. Je ne vais pas citer 1, 2, 3 de ces cas, c'est pas de mon il y a quand même ces gens-là. Il y a lieu de faire. Voilà pourquoi il y a eu tout un débat sur le fait d'avoir une juridiction d'exception pour juger de cas de corruption, des cas de ministres, des cas de gouverneurs, parce que il y a lieu de revoir un peu le système judiciaire de notre pays, notre appareil judiciaire. J'ai fait le droit. Et on dit comment ici, quand on fait 5 ans de droit, le reste c'est le travers. Et ce n'est pas en 1 an ou en 2 ans ou 1 an et demi qu'un président va venir et revoir le comportement de chaque juge, chaque inspecteur, chaque avocat. Il y a un travail de fond qui doit se faire dans le chef de tous les Congolais ici. Non, on ne peut pas attendre ça dans 5 ans. C'est impossible. On est en plein dedans, mais simplement, il ne faut pas voir le verre à moitié plein ou à moitié rempli. Le travail de l'état de droit s'est fait. Aujourd'hui, nous avons de membres du gouvernement qui sont devant le barreau qu'on ne voyait jamais. Alors nous sommes déjà en train de travailler sur un état de droit qui n'existait pas avant. Et c'est ça, comme ça qu'il faut voir les choses. Mais il y a un travail aussi du côté des juristes, du côté du pouvoir judiciaire, qui doivent se conformer à leurs propres droits. Là, vous êtes en train de demander à la population d'être un peu clémente envers le président de la République. Je demande à la population, je demande simplement à la population de soutenir ce programme de l'état de droit que le président a mis en place et que ce programme a fait ses preuves et il va encore le faire. Parlons un peu de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi entre le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, et les députés nationaux Délicie Sanga. Vous avez suivi le président du Conseil national des autorités traditionnelles et coutumières en République démocratique du Congo qui demandait aux élus nationaux de ne pas copier ce qui s'est passé ailleurs. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous sommes, nous-mêmes, quand on dit qu'on est un parti libéral, nous sommes un parti libéral, mais nos libéralismes économiques ne sont pas un culturel. Nous devons aussi garder nos cultures. Mais bon, on est dans un ring au Parlement, hein, c'est ça. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas vraiment un problème de culture d'ailleurs, de culture d'ici. On est collègues au travail et on doit respecter on doit se respecter les uns les autres. La scène qu'on a suivie, évidemment, comme un exemple à donner à nos jeunes qui veulent venir un jour gouverner ou entrer en pouvoir, c'est pas une très bonne scène. Je crois qu'on doit avoir, quand on est élu du peuple, on doit avoir un peu de retenue par rapport à certains langages qu'on doit prêcher par l'exemple. Ok. Est-ce que même lorsque l'élu se prononce au-delà, pas devant l'hémicycle, en dehors de l'hémicycle, il doit être ses propos doivent le lier? Parce qu'on dit que tout ce qu'un député national peut dire devant l'hémicycle, ça ne pose pas de problème. Mais là, on a vu quand même Délicie Sanga, en dehors de l'hémicycle, en train de traiter la deuxième personnalité de la RDC du voyou. Moi, je crois que s'il y a des propos injurieux, la justice qui peut s'en occuper, parce qu'on ne peut pas... la liberté d'expression ne vous permet pas, votre liberté d'expression s'arrête où commence la liberté de l'autre. Vous ne pouvez pas commencer à injurier, à avoir des propos à caractère injurieux envers l'autre, qu'il soit président du Sénat ou simple collègue du Parlement ou simple collègue député. Donc, il faudrait que dans notre vie, que l'on apprenne un peu à une nouvelle génération que le respect de l'autre, la tenue de langage d'un député, de quelqu'un qui représente le peuple quelque part, doit vraiment être strictement regardé, strictement rigoureux. Parce qu'il n'y a pas que le cas de Denis, il y a plusieurs députés qui, quand ils commencent à parler, vous avez honte de dire que celui-là, il représente votre peuple. J'ai envie de me soustraire de ces peuples-là que ces gens représentent. Donc il y a un problème sérieux et c'est ça que la population regarde.
Nous, un parti comme notre CRIC, on dit à la population, eh ben, soyez contents, vous les avez votés. Alors maintenant qu'on va aux élections prochainement en 2023, c'est à vous de choisir qui est-ce que vous voulez qui vous représente. Parce que même le respect, la dignité de l'homme doit être respectée à n'importe quel niveau. Si on s'est dit qu'on est leader politique, on doit avoir une tenue qui prouve qu'on l'est vraiment. Dans notre façon de s'exprimer, notre façon de traiter l'autre. Et on doit prêcher par l'exemple. Voilà, on doit prêcher par l'exemple. Je vous dis toujours au peuple, à nos compatriotes, au peuple congolais, on ne changera pas ces pays si nous-mêmes on ne change pas. Le vrai changement qu'on désire commence par soi-même. Le vrai respect qu'on veut avoir de l'autre, on le commence par soi. Et c'est comme ça qu'on va développer ces pays. Donc, c'est à vous de faire le choix. Le temps compte jusqu'en 2023. Stéphanie Mbombo, êtes-vous d'accord aujourd'hui avec les politiciens qui estiment que le régime Tshisekedi, surtout avec les parlements, nous offre des spectacles qu'on n'a jamais vus? Alors, il y a trop de légèreté dans ce régime. Ah bon? Légèreté, je ne sais pas me prononcer de façon, une question comme ça, légèreté, moi je crois que c'est question de personnes, c'est question de gens, c'est question de la culture, l'éducation, on parle de changement des mentalités. Je crois que c'est le seul régime qui a mis en place un coordonnateur changement des mentalités. Mais finalement, changement de mentalité, mais vous vous rendez compte que ce régime savait, le président de la République, parlant de lui, il savait qu'il vient dans un pays où il va commencer un changement avec 50 ans ou même 50 ans de renversement de pyramide des valeurs. Alors pour le remettre en place, moi je crois que ça va vraiment prendre du temps. C'est même c'est presque son âge. Le 50 ans de corruption, de changement, de défauts de mentalité, des anti-valeurs représentent pratiquement l'âge du président de la République lui-même. Donc comment veux-tu le changer en 1 an, en 2 ans? C'est un travail de fond à faire. Et là, le pasteur Jacques Angoudé, il travaille tous les jours. Le pauvre, c'est lui qui a le poids des changements de mentalité, mais il ne faut pas qu'on le laisse seulement à lui. Malheureusement, c'est qu'il est en train de faire, il faudrait que le Congolais... Parce que, vous savez, quand le mal est tellement profond, quand le mal a été tellement enraciné, mais quand on amène le remède, il faut du temps pour voir. C'est comme quelqu'un qui est malade. Si vous prenez la quinine aujourd'hui, ça vous prend du temps pour que votre corps reprenne. Donc le Congo est malade. Le Congo a été malade pendant longtemps. Le peu de travail que nous allons faire maintenant, c'est conscientiser et encore conscientiser. Voilà pourquoi le parti politique qui sont les plus suivis dans ces pays, malheureusement d'ailleurs, en tant que président du parti politique, j'aimerais bien que les hommes d'affaires soient plus suivis dans ces pays. Ah, les hommes d'affaires. Que les innovateurs soient plus suivis dans ces pays. Mais maintenant qu'il n'y a que des pasteurs, des politiciens qui sont plus suivis dans ces pays, vraiment prenez le temps de conscientiser la mentalité du Congolais. Prenez le temps de travailler sur le changement des mentalités. C'est là qu'il va construire notre pays. Est-ce que la politique développe un pays? Ça dépend de ce que vous appelez par politique. La politique, c'est quoi? Nous attendons dans notre parti politique comme un projet que nous avons et que nous, une fois au pouvoir, nous mettons ça en place. Oui, vous avez un bon projet en tant que leader politique, en tant que parti politique, vous pouvez changer ces pays. Parce que vous n'avez pas du tout des projets. Il y a des partis mallettes, des partis vides. Et qui sont là que pour faire du bruit, comme des tonneaux vides, mais qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de projet, qui n'ont même pas de vision. Ce sont des partis qui flirtent entre coalition en coalition, mais qui n'ont pas de projet ferme. Et c'est là où les bas blessent. Il est temps que le parti politique ait vraiment un projet, une idéologie, une identité. Et que quand on arrive au pouvoir, qu'on puisse l'appliquer. Parce que contrairement à ce que nous avons vu des années 1900, surtout avec le régime que plusieurs ont considéré un régime de dictature, donc beaucoup de dictatures, les présidents lui-même seraient dictateurs. Avec le maréchal Mobutu, on avait passé des partis politiques, mais on avait l'impression que les choses essayaient de marcher. Oh, voilà. Aujourd'hui, on a plus de ça. Il faut pas tomber dans ce monde. Il faut pas surtout tomber dans ça, c'est un discours des politiques. De Stockholm. Il ne faudrait pas aller maintenant voir votre bourreau, votre ancien bourreau. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui qui vous rendaient heureux. Moi, je crois que c'est honteux pour moi en tant que élite de ces pays, de louer l'époque de la dictature, l'époque qui a fait piller le pays, parce que nous payons le prix de vouloir comment l'arranger maintenant. Mais c'est ça le problème. Mais le problème, ce n'est pas, il faudrait éduquer la population, ce n'est pas la masse qui gouverne un pays. Ce sont des élites, des gens qui ont des visions et qui ramènent ces pays sur la marche. Et les visionnaires, ce sont des gens qu'il faut qu'on soutienne.
Maintenant, nous avons le point d'arriver qui est les grands visionnaires qu'on a pour ces pays. Il faut qu'on les soutienne. Ce n'est pas la masse, c'est la vision qu'on ramène qui change les choses et qui fait bénéficier à la masse. Je veux vous poser une question. Si c'est lui qui a inventé Ford, qui a inventé la voiture, avait demandé aux gens de l'époque qui étaient à cheval, qu'on veut maintenant changer, est-ce que vous voulez quitter le cheval pour la voiture? Ils allaient dire non. Des fois, il faut innover pour les gens et les gens apprécient. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Ford a créé des voitures, Ford a créé des voitures, tout le monde est content de rouler en voiture, mais à l'époque des charrettes, les gens n'allaient pas apprécier de savoir que non, une voiture peut arriver. Donc quand on a une vision, souvent tu peux être impopulaire dans cette vision-là, mais pourvu que les résultats soient atteints. Parce qu'on a trouvé l'État dans des conditions où, pour faire appliquer une vision, ça nous prendra le temps. Mais ces temps-là, on l'a maintenant là. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Au début, vous avez donné des signaux forts de changement, mais maintenant là, la plupart des personnes sont quand même aujourd'hui très déçues par votre façon de faire les choses. Quand je parle de votre façon, je vois le parti au pouvoir et vous qui êtes alliés. Bon, je ne sais pas de quelle façon vous parlez, de qui spécifiquement dont vous parlez, mais moi je vous garantis que si nous soutenons le pouvoir, si nous soutenons un discours d'un parti, si nous soutenons le président, parce que nous avons vu en lui le cœur, le bon cœur et la vision de changer ces pays, et c'est là qu'on entend y travailler. Je vous ai bien dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir maintenant en surface, parce que le mal est tellement profond, était profond pour y arriver, mais faites-nous confiance, on y arrive. Il y a des projets déjà qui sont en train de voir le jour, des projets qui vont voir le jour dans les prochains 6 mois, les prochains 3 mois. Je ne vais pas vous les citer ici, il y a les uns après les autres. C'est là que la population dit on en a marre de promesses. Mais vous n'avez pas marre de promesses, vous avez peut-être marre du travail. Parce que vous savez que simplement avec le travail de l'IGF qu'on a fait, qu'on a augmenté les recettes de l'État, est-ce que vous savez que les enseignants, leur salaire a été augmenté? Est-ce que vous savez que les militaires sont payés? Est-ce que vous savez que même les militaires ont augmenté la salaire? Mais nous savons aussi que le blues blanc sont toujours en grève. Oui, mais alors, le problème qu'il y a, c'est que le mal du Congo est tellement profond qu'on doit aller palier par palier. Palier par palier. Mais le travail qui se fait maintenant est profond. Si on ne veut pas le considérer, c'est pas simplement parce qu'on n'a pas de volonté de regarder. La volonté, là où le gouvernement est en train de ramener ses peuples, là où le président est en train de ramener ses peuples. Il faut avoir un esprit positif. Et il faudrait savoir que ça ne sera pas un bâton, une baguette magique qui va changer les pays. Mais c'est plutôt l'effort de chacun de nous, où on se trouve. Comment est-ce qu'on travaille pour qu'on développe ces pays? C'est la responsabilité, l'autonomisation de chacun de nous. Que le jeune pense à innover aussi. Nous passons du temps dans des bars. Si vous regardez comment est-ce que les bars sont remplis chaque soir, vous allez vous dire, mais quand est-ce qu'on a le temps de réfléchir? Quand est-ce on dit qu'on n'a pas d'argent, mais les bars sont remplis tout le temps. Quand est-ce qu'on a le temps d'innover? Quand on a le temps de changer sa propre perfection? Quand est-ce que les étudiants travaillent exactement, font de recherche pour que demain, qu'ils soient des gens qualifiés, qu'on les met au travail, ils produisent des résultats? Donc, il y a un travail de fond à faire. Il ne faut pas regarder un pays par rapport simplement à ce que le président doit faire. C'est qu'il y a, c'est qu'il y travaille déjà beaucoup. La responsabilité est partagée. La responsabilité doit être vraiment partagée. Madame, messieurs, c'est le dernier dossier de cette rétrospective de la semaine. On se retrouve juste après pour un débat. Tenu du 9 au 10 décembre 2021, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a pris part à ses assises sur la démocratie avec d'autres dirigeants de quelques 111 pays invités. Prenant la parole, le président Tshisekedi a énoncé les efforts consentis par la RDC sur le renforcement de la démocratie, notamment la libération des prisonniers politiques, la liberté d'expression, la lutte contre l'impunité et la toute première passation pacifique du pouvoir. De plus, les chefs de l'État ont également évoqué les renforcements de mécanismes pour la protection des droits de l'homme et des médias, les rôles joués par l'Inspection générale de finances et de l'Agence pour la prévention, ainsi que la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent et dans les secteurs miniers. Il a cependant fait savoir à quel point la corruption gangrénait la société congolaise avant son ascension au pouvoir. Avant d'ouvrir les débats, le président Biden a, dans son adresse aux participants depuis la Maison-Blanche, fait remarquer que ce sommet a pour but de renforcer la démocratie dans le monde, de protéger les médias et les droits de l'homme, mais aussi de partager les expériences.
À noter que ce sommet virtuel, qui a connu la participation de chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales et de la société civile, s'est déroulé autour de 3 thèmes, à savoir la défense contre l'autoritarisme, la lutte contre la corruption et la promotion des droits de l'homme. Cette visite a consisté à réfléchir sur les résultats des travaux communs du programme du Fonds monétaire international. Nous avons réfléchi des résultats de nos travaux communs. Le programme de FMI ici a progressé très bien et l'équipe économique du gouvernement travaille avec nous avec l'objectif commun de réformer l'économie pour le peuple de la République démocratique du Congo. L'objectif de la visite de la directrice générale du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre des réformes économiques. Kristalina Georgieva s'est dit satisfaite du progrès de gouvernance réalisé par le gouvernement Samalou Kondé dans le cadre du programme triennal avec son institution. Ma visite dans ce pays tombe à point nommé parce qu'en fait, le conseil d'administration du FMI que je préside va pouvoir tenir une réunion le 15 décembre de cette année. Et donc, je pourrais avoir l'occasion de pouvoir parler au cours de cette réunion du 15 décembre des progrès que le pays réalise dans le cadre du programme des Fonds monétaires internationaux, mais également parler essentiellement des questions de dépenses dans le domaine social, mais aussi la question de la lutte contre la corruption et aussi des progrès dans le domaine de la gouvernance. C'est autant de questions que nous discuterons lors de la réunion du 15 décembre de cette année. Notons que cette visite de la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, intervient avant le dépôt du rapport au conseil d'administration qui aura lieu le 15 décembre prochain. Stéphanie Mbombo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, promet qu'il y aura élection en 2023. C'est que les autres n'approuvent pas, notamment la Mouka qui annonce un sit-in devant le bureau de la centrale électorale située dans la commune de la Gombe. Finalement, vous avez décidé de faire un forcing. Moi, je trouve que d'abord, pour un parti comme le nôtre, CRIC, c'est l'intérêt du Congo, nous sommes impatients. Si on nous disait que c'était dans 6 mois, on serait déjà heureux parce qu'on veut vraiment, on est prêt et on veut aller aux élections. On veut vraiment qu'on aille une majorité, qu'on donne à notre président de la République une majorité pure au sein du Parlement. On félicite que c'est votre candidat pour les prochaines élections. Absolument. Donc, on voudrait bien lui donner une majorité écrasante au Parlement pour qu'il mette en œuvre son programme quinquennal qui était vraiment en souffrance jusqu'ici, qui n'a pas encore vu tout le jour possible pour qu'on puisse ramener ces pays, vraiment développer ces pays. Pas même ramener le développement, mais développer ces pays. On a besoin que les élections se passent le plus vite possible. Eux, nous sommes prêts. Nous sommes impatients. Vous avez décidé de faire les forcing, l'UDPS et ses alliés, pour imposer Kadima. Moi, je crois que Kadima a été choisi par le voie qui existait, qu'on a trouvé avant que nous soyons, qu'on arrive au pouvoir. Il a été, il est aussi parmi il est le meilleur des candidats que nous avons dans ce domaine-là des élections. Et le débat maintenant, moi je crois à ce niveau-ci, c'est que comment est-ce que ces élections peuvent se faire de façon libre et transparente, et comment ça peut se faire dans le contexte du Covid et des problèmes sanitaires. Donc c'est ça les vraies questions qu'on doit maintenant, là, nous, les jeunes, les partis politiques, commencer à discuter la problématique de formation de témoins, la problématique vraiment de la transparence des élections, avec quel outil nous irons aux élections. Ce sont des débats qu'on doit maintenant mener maintenant. Forcing, pas forcing, c'est pas ce qui va arriver à résoudre quoi que ce soit. La CENI est là, le président de la CENI est là, il a pris ses fonctions, travaillons pour la transparence électorale. Avec la tension qu'il y a déjà au sein de l'opposition contre le bureau de la centrale électorale, est-ce que nous allons vraiment avoir des élections libres, crédibles, transparentes en 2023? C'est pour ça qu'on doit faire des lobbies, qu'on doit travailler là-dessus. Moi, je crois que c'est le nœud du problème, c'est d'avoir vraiment
des élections transparentes pour 2023. Et que ça se fasse dans des bonnes conditions possibles. Nous n'avons pas de propositions maintenant là claires par rapport à quels moyens électroniques ou moyens papier et tout ça. Tout sera mis en œuvre, mais nous attendons d'eux aussi des propositions claires du président de la CENI. Nous attendons des propositions claires de comment il va ramener ces élections en toute transparence et de façon efficace, représentative, pourquoi pas. Pourquoi pas penser aussi, par exemple, au vote de Congolais vivant à l'étranger. Donc, il y a plusieurs débats qu'on peut mener maintenant. Mais y a-t-il moyen de mettre d'accord l'opposition, notamment la Mouka et quelques membres du FCC? De qu'est-ce que vous parlez de la Mouka? On parle de la Mouka, on parlait de quoi? Parce que la Mouka, il a le ministre des Affaires étrangères, il est de la Mouka. Vous parlez de quelle la Mouka? On ne sait pas de quelle opposition vous parlez. Martin Fayoulou et puis la Mouka avec Adolphe Muzito. Et quelques membres du FCC, parce que nous avons vu le FCC dans la rue et certains mouvements citoyens pour dire non. Mais c'est normal, nous sommes dans un pays de droit dont chacun s'exprime. Mais le président du CENI a été choisi il a été choisi par la majorité de confessions religieuses. Par le parti au pouvoir. C'est pas le parti au pouvoir, c'est pas l'UDPS qui a choisi Denis, ce sont des confessions religieuses. Oui, mais dans le contexte actuel, il y a celui d'UDPS qui est d'accord avec ce qui existe. Et le 6. Nous faisons juste un constat. On a fait un constat que c'est lui le président et maintenant on lui demande une seule chose. Monsieur Denis, les élections dans les délais possibles, mais surtout transparente, parce que nous sommes dans un pays où nous savons que l'outil informatique pose beaucoup de problèmes. Quelle sera la méthode des élections? Comment ça va se faire? Et s'il y a un breakout de pandémie, s'il y a un breakout de pandémie, si jamais il y a encore la 4e vague et qu'il y a des confinements, comment on va voter? Il faut déjà les prévoir dès maintenant. Ne pas attendre en 2023. Laissons de côté l'opposition, laissons de côté la Mouka. Les élections seront libres. Qui reste déterminé aujourd'hui à mettre la pression. Tout le monde sera libre d'être candidat. Si vous êtes sûr de votre base, de votre candidature, allez commencer la campagne. Mais lorsque déjà les débuts n'inspirent pas confiance, comment est-ce qu'on va s'engager? Nous tous, que ce soit le parti au pouvoir, l'UDPS, que ce soit nous les alliés, nous voulons d'un CENI transparent. Il n'y a pas de question de la tête. Nous tous nous exigeons, comme l'opposition, comme tout le monde, nous voulons une CENI transparente, une CENI qui garantit que ce qui sera mis dans les urnes, c'est ça le résultat de la population. Est-ce que Kadima aurait le courage de nous donner alors maintenant, vous n'allez pas maintenant commencer à faire des procès d'intention à un président d'un CENI. C'est comme vous êtes aussi fait. Non, vous êtes juge, on vous ramène un cas. Et vous dites, non, est-ce que ce juge peut déjà être bon pour juger ces cas? Non. Il a été mis au pouvoir par des moyens de droit. Il est là, il doit gérer. Nous, notre seule demande, c'est qu'il puisse travailler sur la transparence des élections. On est impatients. Et que tout le monde maintenant nous prouve de quoi il est capable aux urnes en 2023. Le progrès de la République démocratique du Congo dans le cadre du FMI, salué par la directrice générale en séjour dans la capitale congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, fallait-il seulement que Tshisekedi accède au pouvoir pour renouer ses relations entre le FMI et la RDC? Vous parlez ici de ce que les populations ne voient pas. Donc, il y a des choses que les communs de mortels ne peuvent pas voir, mais qui s'est fait de façon profonde pour que le développement économique retourne dans notre pays. Et je salue vraiment le travail du ministre des Finances, le travail du gouvernement Sama Lukonde et d'avoir cette confiance des institutions de Bretton Woods encore au Congo par rapport à la bonne gouvernance que nous mettons ensemble dans ce gouvernement. Donc c'est encore de preuve d'un leadership qui est visionnaire et qui veut ramener ces pays dans un développement économique et aussi le remettre dans le concert de nations, chose que nous avons perdue pendant plusieurs années. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous qui a eu le plaisir de vous recevoir. Permettez-moi également de vous poser cette question. Oh. Quand est-ce que vous êtes intéressé à la politique? J'avais 18 ans. J'en ai maintenant 38 ans, ça fait 20 ans que je suis en politique. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que ça avait motivé? La passion, le fait de savoir que j'ai un plus à apporter en politique et que je peux changer des choses. Ok, quel est votre dernier mot à la population congolaise? Je veux seulement encore dire une fois, CRIC, c'est simple. Soyez le changement que vous voulez apporter dans ces pays. Mettons-nous tous ensemble, soutenons un leadership qui travaille pour le développement de notre pays et soyons prêts pour les élections. Ça sera à vous de choisir vos leaders. Et comment faire pour adhérer?
Nous sommes en face de Notre-Dame de Lingwala. C'est vraiment un parti un coin à ne pas rater. Notre deuxième niveau, vous venez, il y a des secrétariats toujours présents pour vous. Mais ensuite, nous sommes en ligne. Il y a le site web de CRIC, www.cric.cd, que vous pouvez aller en ligne pour aussi adhérer en ligne ou adhérer pour ceux qui sont à l'étranger et aussi pour ceux qui sont dans les provinces et adhérer à CRIC aussi au niveau physique. Mais nous sommes aussi implantés dans plusieurs provinces de la République et vous verrez ça dans notre site web où vous pourriez vous adresser. Madame Stéphanie Mbombo, merci d'être passée dans Info 7. C'est moi qui vous remercie. Madame, Messieurs, voilà qui met fin à notre rendez-vous de la semaine de ce jour. Info 7 qui a eu le plaisir de recevoir pour vous la présidente du Cercle des réformateurs intègres du Congo, Stéphanie Mbombo. Et merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web Télévision. Je ne cesserai de le dire, Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine, Info 7, notre magazine. Merci de votre fidélité et surtout merci de nous faire parvenir vos réactions, vos suggestions. Les portes de Info 7 sont toujours ouvertes pour vous. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.